unique dans l'histoire de l'humanité. La ville d'Athènes est alors le laboratoire des sciences balbutiantes, l'atelier des arts en plein épanouissement et la forge d'un modèle inédit de gouvernement, la démocratie. Un idéal de beauté s'y élabore. Cet idéal prend corps dans le marbre d'un monument destiné à devenir le symbole de la civilisation occidentale, le Parthénon. L'histoire de sa construction, la perfection de son architecture, la splendeur de ses sculptures sont légendaires. André Malraux l'a décrit comme le seul lieu au monde hanté à la fois par l'esprit et le courage. Mais les outrages du temps, les ravages des invasions, menacent après 2500 ans d'avoir définitivement raison du Parthénon. Une mission de sauvetage a été mise en place il y a 30 ans pour réparer et réassembler des milliers de blocs de marbre. Elle a déjà dépensé plus de 60 millions d'euros pour le restaurer. Il y a 25 siècles, les Athéniens avaient réussi à le construire en moins de 9 ans. La qualité et la précision de leur travail sont sans égal, même pour nous aujourd'hui qui disposons des dernières technologies. Mais la technologie a ses limites. Et en restaurant le Parthénon, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Les Grecs de l'époque classique pouvaient jouer sur les illusions d'optique, appliquer rigoureusement des règles de proportion et défier les lois de la géométrie pour construire avec une rapidité prodigieuse une forme parfaitement belle. Les artisans en ce temps-là inventaient des techniques qu'aucun traité ne nous a léguées. Le Parthénon a révélé ses secrets enfouis dans ses pierres à ceux qui ont pris le temps de le comprendre. Au sommet de l'acropole, antique citadelle sacrée, le Parthénon domine de toute sa splendeur les toits de la moderne Athènes. Même sous sa forme actuelle, une ruine de marbre à la beauté austère, le Parthénon conserve cette présence qui n'a cessé d'inspirer artistes, philosophes et poètes. Ces colonnes aux lignes harmonieuses sont le symbole même de l'art classique. Sa hauteur et sa largeur définissent les proportions parfaites. Et ces sculptures d'origine, dont la beauté fut l'objet de toutes les convoitises, n'ont pas résisté au pillage. Le Parthénon est sans conteste le monument le plus copié au monde. De l'Assemblée nationale de Paris à la Cour suprême des États-Unis, tous veulent prendre part, même modestement, à sa gloire. Il est devenu le modèle de l'affirmation de la force créatrice, de la puissance politique et économique, de la volonté de s'inscrire dans l'éternité. Mais il n'est plus que l'ombre de lui-même. Construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, le Parthénon est érigé sur les ruines d'un ancien temple, le pré-Parthénon, qui fut détruit 30 ans plus tôt lors de l'incendie et pillage d'Athènes par Xerxès, empereur de Perse, pendant la Deuxième Guerre médique. Les Athéniens s'étant alliés aux autres cités-États de la Grèce, réussirent au lendemain des victoires héroïques de Marathon et Salamine à chasser les envahisseurs perses du pays. Athènes, qui a été occupée, menacée gravement, devient la grande puissance de la Grèce. Elle est alors à la tête d'un empire. Forte de sa victoire sur les Perses, Athènes prend la tête de la Ligue de Délos, une confédération de quelques 200 cités vassales du bassin égéen qui lui versent un lourd tribut pour leur protection. Cette richesse fait entrer Athènes dans un âge d'or, connu comme le siècle de Périclès. Une période exceptionnelle qui ne durera en fait que 34 ans.
mais dont le rayonnement s'étend jusqu'à nous. Elle voit l'instauration d'une nouvelle forme de gouvernement. Du grec ancien démos, peuple, et kratos, puissance, la démocratie ou pouvoir du peuple. Donner le pouvoir de décision à tous. Quand on dit à tous en Grèce, ça veut dire à tous les citoyens. Ça exclut les femmes, les esclaves, les métèques. Mais ils ne voyaient pas cette exclusion, ils voyaient la merveille que toutes les classes sociales, ensemble, avec les mêmes droits, tout le monde à l'Assemblée peut, à partir de l'âge de 18 ans, peut parler, pas seulement voter, mais parler, intervenir. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, cette assemblée se compose de 30 000 à 40 000 citoyens athéniens mâles qui se réunissent, débattent et votent sur l'Agora, cette vaste esplanade au pied de l'Acropole, centre de la vie sociale d'Athènes. Lorsque Périclès, chef du Parti démocratique, est porté au pouvoir avec le titre de stratège, il propose d'emblée un ambitieux projet de reconstruction d'Athènes. Il le soumet au débat démocratique, c'est-à-dire public. Preuve de la confiance des Athéniens en leur avenir, ceux-ci décident alors de consacrer l'argent destiné à la défense du pays à la reconstruction de l'Acropole et de son monument le plus emblématique, le Parthénon. Le projet de réparer l'Acropole et de faire des temples magnifiques est certainement né chez Périclès très tôt. Il est influent en politique, il prend la maîtrise des affaires en 461. Il a voulu que ce soit à la fois l'image de la grandeur d'Athènes, mise sous la protection d'Athéna, et l'image aussi du sens de la beauté qui s'y cultivait, de la culture, de la collaboration artistique. C'est vraiment devenu un symbole. Joyau de l'Acropole, le Parthénon se dressait au milieu d'un vaste complexe de portes monumentales, les propylées, de théâtres, de sanctuaires, d'hôtels et de statues érigées en l'honneur des hommes illustres, des héros et des dieux. La nouvelle grandeur d'Athènes nourrit l'esprit de ses meilleurs concitoyens et attire ceux des autres cités. Socrate y enseigne la philosophie. Hippocrate donne à la médecine ses fondements. Les premiers historiens et géographes, Hérodote et Thucydide, rendent compte du monde qui se construit sous leurs yeux. Périclès a été l'ami de la plupart d'entre eux, et dans l'oraison funèbre que lui prête Thucydide, il dit dans les qualités athéniennes, notre ville est ouverte à tous, nous ne chassons pas les étrangers, etc. Au contraire, la vie intellectuelle et artistique venait se concentrer à Athènes, au pied du Parthénon. L'époque de la grandeur athénienne, le 5e siècle, correspond presque exactement à la durée de la tragédie grecque. Échille, Sophocle, Euripide. La tragédie qui nous met en pleine mythologie, mais qui, à propos de la mythologie, discute des problèmes qui se posaient à Athènes, qui se posent en tous les temps, l'éducation, la formation des gens, la conduite de la guerre, le meilleur régime, tout cela est discuté. L'action mythologique qui est transposée, et en même temps, elle s'interrompt pour laisser place à ces discussions. C'est dans le théâtre de Dionysos, au pied de l'Acropole, que ces pièces étaient données, à ciel ouvert, du lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, dont une tragédie écrite par Euripide, Érectée, du nom du premier roi d'Athènes. La fondation mythique de l'Acropole en est l'argument. En sortant victorieuse du combat qu'il oppose à son oncle, le dieu Poséidon, Athéna devient la divinité protectrice des Athéniens, qui, reconnaissant, lui consacre le temple du Parthénon, littéralement la demeure de la Vierge, allusion au célibat affirmé de la déesse. Cette tragédie avait disparu et n'était connue que par des références dans certains textes anciens. Miraculeusement, un fragment de papyrus, découvert par l'Institut de papyrologie à Paris à la fin des années 60,
a permis de reconstituer un monologue de la pièce, celui de la déesse Athéna. Il y a en effet donc deux légendes qui lient Athéna à l'Attique et à la cité d'Athènes. C'est à la fois sa naissance et bien entendu le fait qu'on lui a attribué en quelque sorte à Athènes ce moment de dispute entre Poséidon et Athéna, la population athénienne choisissant Athéna comme divinité protectrice après le don de l'olivier. C'est ce mythe primitif des Athéniens, la dispute pour la possession de l'Attique, qui était représentée sur le fronton ouest du Parthénon. Ce vase est une amphore dite à tableau, avec ici une face principale qui représente la naissance d'Athéna. C'est un décor en effet très important en Attique, donc dans la région d'Athènes, puisque c'est la représentation de la naissance de la divinité protectrice d'Athènes. On la voit ici avec Zeus qui tient le foudre dans sa main droite. Athéna sort tout armée du crâne de son père. Zeus est encadré par des divinités qui assistent à cette naissance. Poséidon, qu'on reconnaît au trident, et son épouse Amphitrite. Et à droite, un autre couple, Aphrodite et Arès. C'est bien entendu un sujet privilégié de la céramique athénienne du VIe siècle et du Ve siècle, et c'est le sujet également du fronton ouest du Parthénon, en l'honneur de la naissance d'Athéna. Le Parthénon a une double fonction de trésor, c'est-à-dire qu'il contient une offrande magnifique, la statue de Phidias, Athéna Parthénos, faite par les Athéniens en hommage à leur divinité protectrice, qui se trouve dans la salle est du Parthénon. Mais à l'arrière, vous avez ce qui est tout à fait exceptionnel dans un bâtiment dorique, une autre salle, presque carrée, qui sert de trésor également, mais dans un sens alors plus étroitement financier, là, puisque c'est là qu'étaient conservés les fonds de la Ligue de Délos, c'est-à-dire de l'alliance qui était dirigée par Athènes contre la Perse, des fonds qui étaient primitivement à Délos, mais qui ont été transférés sur l'Acropole depuis 454. La particularité aussi du Parthénon, c'est d'avoir été, semble-t-il, réalisé en vue de la meilleure exposition possible d'une statue, ce qui n'est généralement pas le cas. Dans la plupart des cas, les statues viennent après coup, tandis que là, nous avons affaire à un écrin architectural qui est entièrement fait pour mettre une statue en valeur. Statue monumentale faite d'or et d'ivoire, de 12 mètres de hauteur, Athéna Parthénos était la sculpture la plus imposante du Parthénon. Cette statue a disparu. C'était une statue chryséléphantine, c'est-à-dire une statue dont l'âme, la structure, était en bois, plaquée d'or et d'ivoire. Ivoire pour les chairs, donc les représentations du visage, des membres, des pieds, des mains et des bras, et plaquage d'or pour les parties drapées. C'est une technique très particulière, évidemment, très coûteuse, puisqu'elle met en jeu des matériaux qui ne sont pas accessibles ordinairement en Grèce, l'or et l'ivoire, et aussi qu'elle fait appel à des corps de métier très différents. Charpentiers, orfèvres, ciseleurs de toutes sortes. Donc il y a là un travail d'équipe qui est tout à fait spécifique. C'était un investissement énorme, hein. Les esprits chagrins à Athènes avaient calculé que ça correspondait à 200 navires de guerre. L'opposition à Périclès
considérait que c'était là une dépense extravagante. Pour faire taire cette opposition, Périclès a fait valoir qu'en cas de nécessité absolue, si la cité se trouvait dans une très mauvaise situation financière, elle pourrait toujours défaire les parties d'or, quitte à les replacer ensuite quand la prospérité le permettrait. Effectivement, l'or sera prélevé durant la période hellénistique. De la légendaire et monumentale statue de la déesse, il ne reste plus aujourd'hui que des copies, dont cette petite statue en marbre de facture romaine, considérée comme l'une des reproductions les plus fidèles du chef-d'œuvre du sculpteur Phidias. Nous savons que c'était une figure péplophore, donc portant un péplos, tenant main droite tendue une Niké, donc la représentation de la victoire. La main gauche le long du corps, tenant un bouclier, le long duquel se love le serpent, qui est sans doute la représentation symbolique du roi Éryctonios. Elle est identifiable à Athéna par le gorgonéion sur l'égide, c'est-à-dire la peau de la chèvre amaltée qu'elle porte comme une espèce de plastron, avec la tête de la gorgone, ce monstre qui pouvait pétrifier quiconque le regardait. C'est une divinité guerrière, donc elle porte également un casque à 3 cimiers, supporté par des pégases. Cette statue n'était pas une statue de culte. Il n'y a jamais eu de prêtresse à l'Athéna Parthénos. C'est elle-même un élément du trésor. Aujourd'hui, c'est une grue qui se dresse à la place d'Athéna, car l'enceinte sacrée du Parthénon est devenue un vaste chantier, celui de la restauration de l'acropole dirigé par l'architecte grec Manolis Kores. Les textes anciens rapportent qu'il avait fallu aux Athéniens moins de 9 ans pour construire le Parthénon. Comparé au temps passé à sa restauration, cette rapidité d'exécution semble aujourd'hui encore plus remarquable. Quand Manolis Kores et son équipe se sont lancés dans l'aventure, ils pensaient qu'avec toute la technologie moderne à leur disposition, le chantier ne prendrait pas plus d'une dizaine d'années. 30 ans plus tard, ce travail de titan est loin d'être achevé. Pour que la restauration soit la plus précise possible, l'équipe a d'abord dû retrouver, organiser, cataloguer tous les blocs et éléments architecturaux d'origine avant de pouvoir engager la reconstruction du monument. Or, plus de 100 000 fragments de marbre jonchaient le sol de l'acropole. Partout où c'est possible, nous gardons les matériaux d'origine, en veillant à ne pas les abîmer. Nous conservons toutes les pièces d'origine et nous n'ajoutons du marbre que là où c'est strictement nécessaire, pour les intégrer dans la construction générale.